Cadre législatif, dispositifs émergents, nouvelles mesures, évolution des enjeux sociaux et citoyens. En clair, simplifie l'actualité de la politique de la ville. Une série réalisée et produite par le Centre de ressources Ville et Territoire Occitanie. Qu'est-ce qu'on cherche à traiter comme problème des quartiers? Il y a au moins 5 manières de voir les enjeux des quartiers. Première approche, qui est une approche, qui est une approche dans laquelle le quartier, on va le définir comme le lieu comme un problème. Il se définit d'ailleurs statistiquement comme ça, c'est le lieu de concentration et de cumul de tous les handicaps, de toutes les difficultés sociales, avec l'idée que la concentration dans un même lieu de plein de populations porteuses de plein de handicaps crée des handicaps supplémentaires, des difficultés supplémentaires. Si on est dans cette perspective, l'objectif c'est quoi? C'est un objectif d'égalité territoriale, consistant à réduire justement ces écarts, cette concentration de handicap. Alors comment est-ce qu'on fait quand on veut réduire cette concentration et l'écart avec le reste de la ville? On peut jouer sur le stock, on peut jouer sur les flux. Jouer sur le stock, c'est on a une concentration de population en difficulté, on va mettre le paquet, plus de moyens pour tirer le stock vers le haut. Plus de profs, plus de travailleurs sociaux, plus d'éducateurs, plus de flics, plus de, avec l'idée que cette concentration de moyens permettra de remettre le stock à niveau. L'autre manière de jouer, c'est de jouer, c'est la discrimination positive territoriale. L'autre manière de réduire les écarts, de ramener à la norme, réduire les écarts, c'est de jouer sur les flux. Jouer sur les flux, c'est-à-dire faire partir des populations porteuses de handicap et faire venir des populations moins handicapées. Faire partir des pauvres et faire venir des moins pauvres. Et puis souvent, mais ça on ne dit pas parce qu'on est en France, c'est faire partir des personnes racisées et faire venir des blancs. Et comment est-ce qu'on fait ça? On démolit des bâtiments qui concentrent des pauvres, etc. Et puis on reconstruit d'autres logements. Alors parce que non seulement c'est pas les mêmes produits logements, c'est pas les mêmes clientèles, et puis parce que en changeant aussi par l'animation urbaine, en banalisant le quartier, en changeant l'image du quartier, on va pouvoir attirer des populations qui, quand elles ont le choix, veulent pas venir. Ça, c'est une première approche qui est aussi ancienne que la politique de la ville, mais qui a été dominante dans les années 2000, mais bon, il n'y a pas eu que ça. Il y a une deuxième approche qui est une approche qui a été très puissante à l'origine de la politique de la ville dans les années 80, mais qu'on retrouve en toile de fond ensuite, qui est une approche dans laquelle le quartier, on ne le voit pas au prisme de ses problèmes, de ses handicaps, mais on retourne le diagnostic au prisme de ses ressources. L'idée, on nie pas l'existence de problèmes, de difficultés, mais ce n'est pas ça. Les quartiers ne se résument pas à la difficulté. C'est des quartiers où il y a des ressources, où il y a de la jeunesse, de la créativité, des solidarités, du foncier. En ce moment, le foncier, vous avez compris, c'est un enjeu. C'est pas dense, ces quartiers. C'est des quartiers, voilà, il y a plein de... On va essayer d'identifier les ressources qu'il y a dans ces quartiers, et on va essayer de les valoriser, de prendre appui sur ces ressources. Et puis, on va aussi reconnaître le fait que ces quartiers, les habitants de ces quartiers, ils ont le droit d'être là. Et puis, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Finalement, dans ces quartiers comme ailleurs, il pourrait y avoir ce que un géographe, on va appeler un droit à la ville. Le droit à la ville, c'est non seulement le droit d'accéder à toutes les fonctions de la ville, mais c'est le droit de s'exprimer sur son cadre de vie. Le droit de dire ce qu'on veut pour là où on vit. Et là, dans cette approche, la politique de la ville, elle essaye de prendre appui sur les ressources de ces quartiers, de valoriser ces ressources de ces quartiers. On ne dit pas que ce n'est pas des ghettos, c'est des quartiers populaires, c'est une autre manière de dire les choses de façon plus positive. On essaye d'organiser l'empowerment collectif, le renforcement de la capacité des habitants de ces quartiers à agir, à reprendre aussi des formes de contrôle sur leur environnement, sur les décisions qui affectent leur quotidien. Et dans cette perspective, la politique de la ville, elle soutient elle a soutenu la construction d'associations, les mobilisations collectives. C'était l'époque où on soutenait dans la politique de la ville les associations pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles font. On attendait vers le fait même que des habitants de quartiers en difficulté s'organisent collectivement. C'était un objectif en termes de citoyenneté, de développement de compétences. On n'attendait pas d'avoir des associations professionnalisées avec des diplômés de l'ESSEC qui vont nous décliner des emplois de trucs. Vous savez,
voilà, la MI Tremplin, comme vous avez vu ce truc-là de Normandie. Allez, on va faire la Startup Nation de la politique de la ville. Il y a une association, c'est une start-up, elle a fait un truc bien dans le quartier. On lui file 1 million et hop, tu vas essaimer dans 40 quartiers. Il faut être performant, des indicateurs, et puis tu vas aller chercher du pognon à la Fondation Vinci, chez Pricewaterhouse et chez McKinsey. C'est ça, hein. Enfin, ça, c'est l'association pour ce qu'elle fait. On soutient les associations, à l'époque, non. On s'en foutait, on ne demandait pas, quand une association de quartier, on ne demandait pas ça de bilan. Non, le fait même que l'association existe, dans le quartier, c'était réussi. Et puis, ces deux approches, quartier problème, quartier ressources, en réalité, elles sont opposées. Mais en fait, c'est la même. C'est la même comme les deux faces d'une pièce, c'est la même pièce. Ah oui, les deux faces d'une pièce, c'est la même pièce. Mais je dis, ces deux approches, elles sont opposées, mais c'est la même parce que dans les deux cas, on parle du quartier. Quartier problème, quartier ressources. Il y a une troisième approche de la politique de la ville qui dit, quartier, on s'en fout. Enfin, c'est pas on s'en fout, mais le quartier n'est qu'un bout d'un système de la société, de la ville, et qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas agir sur le quartier à l'échelle du quartier. Que ça doit se jouer. Enfin, que le quartier n'est que le symptôme de dysfonction. Les 10 problèmes d'un quartier ne sont que les symptômes de dysfonctionnement qui trouvent leur cause à d'autres niveaux. Si on veut comprendre la merde dans laquelle est le système scolaire dans les quartiers, il ne faut pas regarder simplement les élèves des quartiers, il faut regarder le fonctionnement de l'éducation nationale. Qu'est-ce qui fait qu'on affecte quel prof là? Et il faut regarder où scolarisent leurs gamins dans l'ensemble des habitants du quartier et autour. Pas le quartier. Et donc, dans cette perspective-là, le quartier, c'est un symptôme. Le symptôme, c'est ce qui aide le médecin à faire le diagnostic. Mais le médecin, il voit un bouton là, il sait que souvent la cause du bouton, elle n'est pas là, elle va être ailleurs. Le quartier, dans cette perspective pour la politique de la ville, c'est ce qui aide à comprendre. Et puis, éventuellement, ça peut aussi être un laboratoire. C'est-à-dire que ça peut être un espace, parce qu'il y a des crédits un peu bizarres, on peut faire ce qu'on veut, un espace où on a plus de marge de manœuvre pour expérimenter, pour inventer, pour essayer de transformer l'offre des services publics, que ce soit ceux de l'État, de la sécurité sociale, de la ville, des collectivités. Et dans cette perspective, la politique de la ville, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait souvent beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup d'évaluations, des centres de ressources qui diffusent, qui font discuter les gens. Parfois on tente des trucs un peu expérimentaux entre institutions. Et puis on a une scène. On a une scène, une contrat de ville où il est arrivé, il fut un temps où la scène du contrat de ville, c'était pas un truc où on avait ça de demande de subvention et on passait à la chaîne oui, non, oui, non, oui, mais où le maire pouvait interpeller le préfet. Ou interpeller le président du conseil, le VP du conseil régional. Et vous, au titre de l'apprentissage, vous trouvez ça normal que les gamins de ce quartier ils aient accès qu'aux formations bidons? Et on pouvait interpeller. C'était une scène d'interpellation politique, la politique de la ville. Quatrième approche, une approche que je qualifie de néoconservatrice, pour dire, qui nous dit en gros, quoi, néoconservateur, vous savez, c'est l'idée qu'il y a une guerre des civilisations, donc on va aller en Irak, on va faire tout ça, c'est la guerre, quoi, et qu'on ne va pas baisser la tête parce que notre civilisation elle est supérieure aux autres. Donc, voilà. Et cette approche, elle s'est transposée largement dans le débat public aux États-Unis, en France et ailleurs. L'idée que cette approche, c'est pas simplement un problème de relations internationales, c'est que la guerre des civilisations, elle est là. Il y a le grand remplacement, il y a tout ça, et que le quartier, c'est les quartiers qui concentrent des populations venues de loin, supposait-elle. C'est une menace. Quartier problème, quartier menace, c'est pas la même chose. Quartier problème, la première slide que je vous ai fait, c'est quoi? C'est pour quelqu'un de pauvre, habiter dans un quartier de pauvre, c'est un handicap supplémentaire. C'est ça l'idée que c'est un problème. Ça renforce les difficultés. Quartier menace, c'est l'idée que ces quartiers, c'est un problème, pas pour ceux qui y habitent, mais pour le reste de la société. Qu'on faire des attentats, etc. Voilà. Et quand on est dans cette perspective, un ministre de la ville, vous avez parlé des 100 Molenbeek français pour nous parler des quartiers. Dans cette perspective-là, il ne s'agit plus de faire de l'expérimentation, de la discrimination positive. Non, il y a une menace, on est à la guerre comme à la guerre. Il faut rétablir l'ordre, maintenir l'ordre républicain, imposer nos valeurs contre les leurs. Avec quoi derrière? Ça veut dire des programmes d'éducation civique. Donc un gamin en ZEP qui va avoir 25 heures sur la laïcité, 2 heures de maths, etc. Des programmes lourds de renseignement, de lutte contre la radicalisation. Alors renseignement, sans doute pas inutile parce que
y avait eu un tel démantèlement de la capacité de renseignement française dans les territoires lié à la réforme des RG, ça c'est une autre question. Et puis, une insistance sur l'aménagement sécuritaire, sur la prévention situationnelle, la prévention de la délinquance par l'aménagement urbain. Donc, une intégration toujours plus poussée dans les opérations de rénovation urbaine des enjeux d'intervention policière, que ce soit de la voirie traversante, l'enfouissement des poubelles, la sécurisation des transformateurs d'électricité, tous ces éléments-là, avec l'idée que finalement, les quartiers peuvent devenir un terrain de guerre. Guerre d'intérieur, il faut préparer le terrain. Et puis, alors, dernière approche, et je vois là, c'est vraiment la dernière slide, une approche qui est plus récente, qui est très clairement l'approche d'Emmanuel Macron en tout cas au stade du discours. Et je vous invite là à aller réécouter ou écouter la longue interview qu'avait donnée Emmanuel Macron à Mediapart avant le premier tour d'élection 2017. Hyper intéressant, où il va face à des journalistes qui maîtrisent leur dossier, et une émission de 3 heures, passionnante, vraiment. Et dans lequel Emmanuel Macron est très longuement interrogé sur les quartiers. Et il développe une pensée très structurée, et une ligne très nette, très claire, qui n'avait jamais été défendue dans le débat public français. Alors français, je dis ça parce qu'en fait, il ne fait que reprendre la ligne de Tony Blair, quand Tony Blair avait développé en 1999 son National Strategy for Neighborhood, prenant même des éléments de son discours, mais bon, peu importe. Et là, le discours, qu'est-ce que c'est ? C'est le quartier, je m'en fous. C'est pas mon problème, le territoire. C'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les individus. Et donc, moi, je veux que dans ces quartiers, comme ailleurs, chacun ait les mêmes chances de réussir et que les méritants voient leurs mérites reconnus. C'est tout un discours de l'égalité des chances. Alors, l'égalité des chances, c'est une belle valeur. Personne ne peut être opposé à l'égalité des chances. L'égalité des chances, quand on y pense, François Dublet le rappelait, un sociologue le rappelait souvent, c'est l'égalité d'accès à des positions inégales. L'égalité des chances, c'est aussi l'acceptation des inégalités, voire de l'explosion des inégalités. C'est pas un problème qu'on ait des inégalités qui explosent dès lors que les places de chacun soient pas assignées à la naissance. C'est pas un problème qu'il y ait de la très grande pauvreté et de la très grande richesse si chacun puisse finir en haut et en bas. Que le fils de Bernard Arnault puisse être au RSA et que le fils de la fille de quelqu'un qui a le RSA peut devenir avec la richesse de Bernard Arnault. Si la société ne fonctionne comme ça, c'est pas un problème des inégalités, en tout cas dans cette conception d'égalité des chances. Et donc, dans cette perspective, ça a été tout le discours d'Emmanuel Macron, vous connaissez, sur la lutte contre l'assignation en résidence, la possibilité de sortir des quartiers, sur l'émancipation. Et donc, derrière ça, c'est tout un discours aussi de l'empowerment, mais j'insiste là-dessus. L'empowerment, il est vu comme collectif. Des collectifs dans les quartiers, des groupes qui vont s'organiser, qui vont renforcer collectivement leur pouvoir d'agir. Là, c'est à l'échelle d'individus. Aide-toi et Dieu t'aidera. Macron t'aidera. Il faut susciter les ambitions, et puis il faut révéler les talents, les ambitions. Donc, voilà. Alors, on va prendre le start-upper, l'influenceur, la productrice de séries Netflix, et on va montrer, voilà, quand on veut, on peut, pour preuve. Sabrina Agresti-Roubache. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous dit. Voilà, moi, je suis né dans la cité Félix Piat, et donc, quand on veut, on peut. Alors, très bien, c'est un objectif, mais il y a une cohérence intellectuelle, théorique, sur l'égalité des chances. Ensuite, comment ça s'est opérationnalisé ? Ça s'est opérationnalisé avec une mesure. Le dédoublement CP-CE1. Dédoublement CP-CE1 dans les quartiers, dans l'éducation prioritaire, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va donner plus au tout début, sur la ligne de départ de la course de la vie, pour que ceux qui ont le moins dans leur espace familial partent pas avec handicap sur la ligne de départ de la compétition. Alors, il y a que ça, parce qu'ensuite, le reste, lutte contre les discriminations. Cette logique-là, elle fonctionne si on a une politique massive de lutte contre les discriminations. Alors, il y a eu quelques trucs, du mentorat, du parrainage. Alors ça, dire quand vous réunissez, je ne sais pas ce que c'est en Occitanie, mais je dirais, maintenant, je ne peux plus aller dans un quartier sans qu'il y ait du mentorat et du parrainage partout, quoi, avec des cadres d'entreprise qui font de la RSE et qui, pour recevoir 2 fois dans l'année le gamin qui est méritant, et on va dire 5 lignes. Et juste, j'insiste, j'ai été trop vite et je présente de façon caricaturale les choses, mais ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que, voilà, il y a bien des approches politiques, et quand je dis politique, c'est vraiment au sens noble du terme. Voilà. Et tant qu'on ne débattra pas localement, tant qu'on ne s'interrogera pas finalement sur ce qu'on cherche à faire, et qu'on restera dans une sorte de gloubi-boulga, on dit tout et son contraire, on a du mal à construire un projet.
Alors, ces grilles, elles ne sont pas appliquées comme ça. Il n'y a pas à dire, moi, chez moi, je vais faire du telle ligne ou telle ligne, mais c'est quand même pour aussi aider à clarifier les enjeux. Et je pense que puisqu'il y a plutôt des professionnels que des élus dans cette salle, moi, je tendance à penser que votre boulot, c'est d'accompagner vos élus, de les aider aussi dans un contexte où c'est compliqué, ces quartiers, ils ne les connaissent pas, on dit des choses à la télé dans tous les sens. Voilà, les accompagner pour essayer de les aider à comprendre ce qui se passe et peut-être à définir des orientations sans attendre celles qui ne viendront pas de l'État. En clair est un podcast produit chaque mois, Vous le retrouverez sur le site de Ville et Territoire Occitanie, ainsi que sur les plateformes d'écoute SoundCloud, Deezer et Spotify. Commentez, partagez et abonnez-vous au podcast pour soutenir l'émission.